Dans la soirée du 23 juillet 1983, le vol Air Canada 143 vole à haute altitude au-dessus du centre du Canada. Cet appareil, âgé de quelques mois, est l'un des plus récents et avancés de la flotte de la compagnie. Dans le cockpit, l'équipage surveille un panneau doté de nouveaux écrans numériques étincelants. Derrière eux, 61 passagers et 8 membres d'équipage ont pris place pour un vol tranquille du soir d'Ottawa à Edmonton. Ignorant qu'ils sont sur le point de participer à l'une des histoires les plus extraordinaires de l'aviation. Les deux pilotes sont tous deux extrêmement expérimentés, avec chacun des milliers d'heures de vol à leur actif, mais ils ont tous les deux moins de 200 heures sur ce nouveau Boeing 767. Environ 30 minutes après le début du vol de croisière, un voyant d'alerte s'allume soudainement, un voyant qui ne devrait jamais apparaître en croisière. Et un voyant qui fait immédiatement sombrer le cœur des pilotes pour des raisons qui deviendront bientôt évidentes. En 1983, le Boeing 767 était un nouvel avion pour Air Canada. Aérodynamique, efficace et doté des premières technologies numériques. Fierté de leur flotte, c'était un grand progrès par rapport à leurs anciens DC-8 et autres 727, qui avaient auparavant défini les services long courriers de la compagnie. L'appareil impliqué dans cette histoire portait l'immatriculation Charlie Golf Alpha Uniform November et n'était que le deuxième 767 livré à Air Canada à l'époque. À peine âgé de 2 mois, il était équipé d'un cockpit moderne tout écran qui avait remplacé la plupart des cadrans analogiques, avec des écrans à tubes cathodiques lumineux pouvant afficher tout, des totaux de carburant aux paramètres moteurs. Pour la première fois sur un gros porteur d'Air Canada, il n'y avait pas d'ingénieur de vol, seulement 2 pilotes côte à côte, grâce à leur système de gestion de vol qui relie et calcule automatiquement toutes les informations, y compris consommation, autonomie et profil de vol. Cette automatisation devait réduire la charge de travail, mais rendait aussi les équipages plus dépendants d'informations numériques fiables. Si une couche de données était erronée, il n'y avait plus toujours un système de secours humain indépendant pour la détecter. Ce système restait vulnérable au principe garbage in, garbage out, de mauvaises données entraînent de mauvais résultats. Ainsi, si vous entriez de mauvaises données dans l'ordinateur, le système ne pourrait pas le détecter. Il fonctionnerait simplement avec ce que les pilotes avaient saisi. Et il s'avère que tout n'allait pas bien avec cet avion en particulier. Les premiers signes de problème étaient déjà apparus discrètement des semaines avant ce vol. Le 5 juillet 1983, lors d'un contrôle de maintenance à Edmonton, les jauges de carburant s'étaient soudainement éteintes, ce qui signifiait que l'affichage, qui montrait normalement le contenu des 3 réservoirs de carburant du 767, ne pouvait soudainement plus être utilisé. Chaque jauge indiquerait normalement le poids du carburant des réservoirs gauche, central et droit. Les données recueillies par des dizaines de capteurs à l'intérieur de chaque réservoir étaient acheminées vers un processeur central qui convertissait ensuite ces relevés en informations utiles. Et ces données circulaient à travers 2 modules électroniques redondants, appelés Canal 1 et Canal 2, dont chacun pouvait faire fonctionner tout le système à lui seul. Donc, en théorie, aucune panne isolée ne devrait jamais provoquer une panne totale des instruments. Pourtant, c'est exactement ce qui venait de se produire. Il s'est avéré que la panne était en fait d'une simplicité trompeuse. Dans le processeur de quantité de carburant, une soudure reliant une bobine d'induction à son bornier du canal 2 commençait à se détériorer. Et cette seule connexion défaillante a perturbé l'alimentation du circuit logique, qui était la partie de l'ordinateur chargée de reconnaître les pannes, d'enregistrer les codes d'erreur et de basculer automatiquement le contrôle vers le canal 1, qui était sain. En raison de cette faille, le système n'a jamais transféré automatiquement. Au lieu de cela, il est resté bloqué sur le canal défectueux alors que l'autre fonctionnait parfaitement et les instruments se sont donc éteints. À Edmonton, un technicien a finalement contourné ce problème. Il a retiré les disjoncteurs pour les 2 canaux, puis il a réenclenché uniquement celui du canal 1. En faisant cela, il a forcé le processeur à redémarrer correctement et les affichages de carburant sont revenus. Il a ainsi forcé l'ordinateur à effectuer le basculement qu'il était censé faire automatiquement. Le technicien savait que le processeur devait être remplacé, mais aucune unité de rechange n'était disponible. En réalité, le seul processeur de quantité de carburant de rechange d'Air Canada était alors à l'étranger pour un programme d'essai du fabricant.
Et lorsqu'il avait été rappelé, il est arrivé défectueux et a donc dû être renvoyé pour réparation. Cela signifiait que toute la flotte était sans pièces de rechange. Ainsi, conformément à la liste minimale d'équipements de la compagnie aérienne, le technicien a marqué le disjoncteur du canal 2 avec un ruban jaune. Il a placé une étiquette C du carnet de bord au-dessus des instruments, puis a consigné son intervention avec une note dans le carnet de bord indiquant où, dans la liste minimale d'équipements, étaient précisées les conditions d'exploitation de l'avion avec cette panne système. Vous voyez, la liste minimale d'équipements qui est toujours conservée à bord indique exactement quels systèmes doivent fonctionner pour l'autorisation de vol et quelles étapes supplémentaires sont nécessaires si quelque chose ne fonctionne pas. Et pour cet élément, l'avion pouvait encore voler avec un canal de contrôle de carburant inopérant, à condition que les jauges de carburant indiquent toujours le niveau et qu'un contrôle manuel avec la jauge à plongeur compense la redondance perdue. La note du carnet de bord précisait également que cette tolérance de la liste minimale d'équipements s'appliquait jusqu'à l'installation d'un processeur de remplacement. Le lendemain matin, ce même technicien était toujours de service lorsque le nouvel équipage est arrivé. Il a informé le commandant que le canal 2 était hors service, mais que le système fonctionnait normalement sur le canal 1. L'avion a alors continué à fonctionner dans cette condition, mais le 14 juillet, vers la fin d'un vol vers San Francisco, les instruments sont de nouveau devenus inopérants. L'équipage a atterri sans encombre et a demandé la maintenance pour vérifier le problème. Ils ont retiré le processeur pour le tester sur banc, et lors de ce test, il a refonctionné normalement. Donc, sans panne active à diagnostiquer, les techniciens l'ont simplement réinstallé et ont reporté toute action supplémentaire, l'avion reprenant du service le même jour, apparemment réparé. C'était une décision logique à ce moment-là, mais elle a aussi permis à cette panne intermittente de rester cachée en arrière-plan. L'avion a ensuite poursuivi son vol vers Ottawa et Montréal le même jour, sans aucun autre signe de problème. Mais chaque arrêt exigeait toujours une vérification manuelle avec la jauge, comme mentionné plus tôt. Que signifiait cela? Eh bien, une vérification avec la jauge est en réalité une procédure assez longue. De petits panneaux situés sous les ailes doivent être ouverts pour permettre à une petite jauge de descendre. Cette jauge est ensuite reliée à un flotteur à l'intérieur du réservoir, ce qui donne une mesure directe de la hauteur de carburant en centimètres à cet endroit du réservoir. Ces mesures sont ensuite combinées et converties en litres, puis en kilogrammes, à l'aide de tableaux de densité spécifiques. Et toute cette procédure prend normalement entre 45 minutes et 1 heure sur la plupart des avions, donc cela a dû être assez pénible pour toutes les personnes concernées. Chaque fois que cela était fait, les quantités de carburant mesurées correspondaient aux jauges, donc l'avion pouvait continuer à fonctionner. 9 jours plus tard, le 23 juillet à Edmonton, ce défaut est alors réapparu lors d'une vérification de maintenance, le matin avant le premier vol prévu. Cette fois, le même technicien qui avait trouvé la solution la dernière fois a soigneusement répété ces étapes précédentes avec les 2 disjoncteurs. Les instruments se sont vite rallumés, confirmant que la panne était toujours sur le canal 2. Il a désactivé ce disjoncteur et inscrit une nouvelle note dans le carnet technique en mentionnant les mêmes règles de la liste minimale d'équipements. Mais il est vraiment très important de souligner ici que cette disposition dans la liste minimale d'équipements maintenait toujours la redondance et n'autorisait absolument pas une perte totale d'indication de carburant dans le cockpit. Si cela arrivait, l'avion serait cloué au sol car aucune indication ne serait disponible pour les pilotes pendant le vol. Quoi qu'il en soit, une fois qu'il eut terminé, l'ingénieur a parlé à l'équipage sortant et a expliqué le problème. Un malentendu est survenu quand le nouveau commandant a appris que l'ingénieur avait déjà traité ce problème. En entendant cela, le commandant de bord a supposé que l'avion avait également fonctionné avec cette panne la veille, ce qui n'était pas le cas. Pour les 2 prochains vols, cela n'aurait pas vraiment d'importance, mais cela en aurait plus tard. Les pilotes du matin ont consulté la liste minimale d'équipements, vérifié le fonctionnement des jauges et la réalisation du test manuel. Ils ont ensuite réussi le vol d'ouest en est vers Montréal sans autre incident. Ces jauges fonctionnaient toujours parfaitement en utilisant le canal 1. Mais après l'arrêt à l'aéroport de Dorval et avant que le prochain équipage n'arrive pour la relève de l'après-midi, un autre technicien avionique a décidé d'approfondir un peu plus le problème, espérant vérifier le diagnostic du premier technicien.
Seul dans le cockpit, il a réenclenché le disjoncteur du canal 2 étiqueté pour alimenter les deux côtés du système simultanément. Et lorsqu'il l'a fait, les instruments se sont immédiatement éteints de nouveau. Il a ensuite confirmé la panne grâce à ce qu'on appelle un BITE, un test de l'équipement de test intégré, qui est un circuit d'autotest interne géré depuis le FMC. Il a terminé en notant ses observations dans le carnet de bord. Mais avant qu'il ne puisse réenclencher les disjoncteurs comme il les avait trouvés, il a été appelé pour aider au test manuel du jaugeur à plongeur. Ce qui signifiait que la panne initiale persistait et que les jauges de carburant restaient donc vides. Maintenant, les entrées du carnet de bord décrivaient clairement la situation, mais les détails concernant le disjoncteur qui avait été laissé enclencher ou déclencher étaient enfouis plusieurs pages en arrière. Et, point crucial, une autre chose qui avait également été omise était précisément ce que la réparation du disjoncteur essayait d'accomplir. Ainsi, avec cela, la scène était désormais prête pour une cascade de petits malentendus et d'erreurs supplémentaires. Mais je tiens vraiment à souligner ici que cela n'aurait normalement pas dû poser problème. La liste minimale d'équipements précisait que l'avion ne pouvait pas être dispatché avec des jauges de carburant vierges. Donc, pour que cela se produise et pour que la situation devienne réellement dangereuse, plusieurs autres éléments devaient également s'aligner. Et cela n'allait pas tarder à arriver. Cet après-midi-là, l'avion était affecté au vol Air Canada Cent 43 effectuant la liaison de Montréal à Ottawa, puis vers Edmonton. L'équipage prévu pour ce vol a rencontré informellement celui du matin sur le parking où ils ont discuté de l'état de l'avion. Il s'agissait d'une passation de service improvisée et informelle, mais qui allait bientôt s'avérer lourde de conséquences. Sans le carnet de bord ni la MEL devant eux, les pilotes ont indiqué que l'avion avait eu un problème de jauge de carburant nécessitant une vérification manuelle des réservoirs, et ils ont également noté qu'il volait dans cet état depuis la veille, sans aucun problème. Ce bref échange, rapporté de mémoire après une longue journée, était factuellement correct. Sauf qu'il n'avait pas volé avec ce problème aussi longtemps et qu'il manquait quelques détails. Mais puisque le commandant de bord sortant avait mentionné des problèmes avec les jauges de carburant, les nouveaux pilotes sont repartis avec la fausse impression que les jauges de carburant étaient complètement hors service depuis au moins 2 jours. Et aussi que cela avait été approuvé par la maintenance et les opérations. Or, comme nous le savons tous, ce n'était pas vraiment le cas, mais une supposition peut être quelque chose de très puissant. Je dois aussi préciser qu'au sein de cette compagnie aérienne, à l'époque, il existait une croyance persistante selon laquelle le siège de la maintenance, appelé maintenance centrale, avait la capacité de passer outre certaines parties du MEL en utilisant une sorte de MEL principal qui pouvait être utilisé dans des situations particulières. En réalité, ce n'était pas vrai. Mais avant que le MEL ne soit juridiquement contraignant, de telles exceptions avaient parfois été faites. Ces histoires étaient restées en mémoire. Beaucoup d'équipages croyaient encore qu'une autorisation supérieure, peut-être directement du constructeur de l'avion, pouvait rendre un avion légal, même si le MEL de l'avion disait le contraire. Dans ce cas, quand ces nouveaux pilotes sont montés à bord, leurs attentes ont été aussitôt confirmées. Les 3 indicateurs de quantité de carburant étaient effectivement éteints. Et dans leur esprit, cela avait été acceptable ces derniers jours, donc cela devrait l'être pour eux aussi. La plaque au-dessus des jauges et la mention MEL dans le carnet de bord renforçaient cette conviction, car cela semblait confirmer l'inopérance des jauges. Mais en réalité, cette note faisait référence au canal défectueux. Ils ignoraient qu'un technicien venait d'alimenter accidentellement les 2 canaux, mettant ainsi le système hors service et modifiant la situation par rapport à celle qu'avait l'équipage précédent. Du point de vue de l'équipage, les documents étaient conformes à leurs attentes. Les instruments étaient éteints, la section liste minimale d'équipements consultés, et le commandant a lu la liste minimale d'équipements, puis interrogé un technicien local sur l'anomalie des jauges de carburant. Il a affirmé que l'avion était apte à voler, sûrement selon son statut précédent, et le commandant de bord a accepté, estimant que le service de maintenance centrale avait plus d'informations. Aujourd'hui, les règles dans ces situations sont parfaitement claires. Si un système est inopérant et que la liste minimale d'équipements indique qu'il est requis pour le départ, aucun pilote ne l'acceptera. Mais, comme je l'ai dit, ces règles étaient probablement un peu plus floues à l'époque. En tant que pilote en fonction, je ne comprends pas comment un commandant de bord a pu accepter un avion sans indication de carburant en vol.
Vérifier le carburant au sol est utile, mais que faire si une fuite ou un déséquilibre survient en vol? Sans aucune indication, il serait impossible de diagnostiquer cela. Le commandant de bord a aussi vu le disjoncteur coloré signalé dans le carnet technique, mais n'a pas vu qu'il n'était pas tiré. Il a sûrement pensé que cela concernait les jauges de carburant et a donc fait ce qu'il devait. À ce stade, vous voyez comment ces pilotes ont accepté les jauges de carburant éteintes. Mais ce n'était pas encore vraiment dangereux. Le danger est survenu lorsqu'ils se sont assis pour revoir leur planification du carburant. Afin d'éviter un autre ravitaillement à Ottawa, ils ont décidé d'embarquer suffisamment de carburant pour effectuer à la fois le trajet vers Ottawa, puis celui vers Edmonton. Pour cela, ils ont calculé qu'ils avaient besoin de 22 300 kg de carburant. Pour garantir la quantité nécessaire, ils devaient d'abord vérifier le carburant déjà à bord, puis embarquer le complément. Les jauges étant éteintes, ils devaient utiliser la jauge manuelle pour connaître le niveau. Mais le résultat de ce test devait ensuite être converti des centimètres sur la jauge en litres, puis en kilos. Sous eux, 2 ingénieurs au sol ont rapidement vérifié par jaugeage. 64 cm dans le réservoir gauche, 62 cm dans le droit. Ainsi, en consultant les tables de conversion, ils ont déterminé que cela correspondait respectivement à 3 924 litres et 3 758 litres, ce qui signifiait que l'avion avait au total 7 682 litres à bord. Mais comme il s'agissait de litres, ils devaient vérifier à combien cela correspondait en kilos pour respecter le plan de vol. Cela pourrait surprendre certains de m'entendre parler de centimètres et de litres, car l'aviation utilisait alors surtout les unités américaines en Amérique du Nord. Mais ces Boeing 767 étaient assez particuliers dans la flotte d'Air Canada. Vous voyez, le 767 était le premier nouveau modèle à entrer en service depuis que le Canada avait commencé sa transition officielle vers le système métrique et le gouvernement avait encouragé l'utilisation d'instruments métriques partout où les normes internationales le permettaient. Ce qui incluait évidemment la compagnie aérienne nationale qui appartenait encore à l'État en 1983. En pratique, cette conversion au système métrique était incohérente. Sur le 767, les jauges et manuels étaient calibrés en kilogrammes, litres et centimètres. Mais la plupart des autres mesures, comme l'altitude, la distance et la vitesse, restaient en pieds, milles nautiques et nœuds. Comme pour tout avion de ligne occidentale, cela importait peu car les ordinateurs affichaient automatiquement les kilogrammes sur les jauges, rendant les conversions manuelles de carburant rarement nécessaires, sauf en cas de panne du système automatique. Mais ce n'était évidemment pas le cas cette fois-ci. Or, pendant la transition vers le système métrique, Air Canada avait également créé une regrettable lacune de connaissances. Personne n'avait été formé à effectuer réellement ces conversions manuelles, et il n'était pas clair si cette tâche incombait aux équipages de conduite ou à la maintenance. Donc revenons à cet avion. Un ingénieur au sol a demandé au ravitailleur le facteur de conversion litre-piastre-kilo. Celui-ci a consulté son tableau et répondu 1,77. Mais ce facteur, 1,77, était en réalité le facteur de conversion des litres de carburant Jet A1 en livres, pas en kilogrammes. Et comme personne ne savait comment faire cela correctement, ce fait n'a jamais été remarqué. 1,77 venait de la carte de densité plastifiée du ravitailleur, utilisée pour toute la flotte d'Air Canada. Les quantités de carburant étaient encore notées en livres. Le bon facteur devait être 0,8 kg par litre, soit près de 50% de différence. Aussi fou que cela paraisse, c'était une erreur compréhensible. La mesure en kilogrammes du 767 était unique dans la flotte. Le ravitailleur n'avait pas à comprendre les subtilités du système de carburant de chaque avion. Il devait seulement fournir la quantité de carburant demandée par l'équipage. Ignorant ce piège, les ingénieurs au sol ont multiplié manuellement 7 682 litres par 1,77, obtenant 13 597 kg de carburant à bord. Mais s'ils avaient utilisé la conversion correcte, ils seraient arrivés au chiffre exact d'environ 6 160 kg à la place.
Les pilotes ont finalement confirmé le résultat avec leurs propres calculs et l'utilisation d'une règle à calcul, puis ont soustrait le résultat de leur objectif de 22 300 kg. Donc, selon leurs calculs, ils devaient ajouter encore 8 703 kg de carburant pour couvrir les 2 vols à venir. Et pour convertir cela à nouveau en litres pour l'agent de ravitaillement, ils ont ensuite converti ce chiffre en utilisant la même constante incorrecte, 8703, divisé par 1,77 égale 4916 litres. Après avoir arrondi ce chiffre, ils ont donc commandé 5000 litres de carburant supplémentaire. En réalité, ils avaient en fait besoin de 20 200 litres, mais comme ils avaient maintenant mélangé les livres et les kilogrammes, le chiffre semblait tout à fait plausible. Et comme ils n'étaient probablement pas très habitués aux unités métriques, le chiffre ne leur a pas non plus paru absurde. L'absurdité aurait été remarquée si les jauges de carburant fonctionnaient, mais souvenez-vous, elles étaient toujours éteintes. Tout cela signifiait qu'une fois le ravitaillement terminé, l'avion avait environ 10 146 kg de carburant dans ses réservoirs au lieu des 22 300 kg requis. Et ironiquement, le chiffre de 10 146 kg correspond presque exactement à 22 300 livres, formant une coïncidence numérique parfaite qui a peut-être encore plus masqué cette erreur. Les pilotes ont de nouveau vérifié leurs documents et tout semblait parfaitement normal. La référence MEL apparaissait dans le carnet de bord. Le test de gouttes requis avait été effectué et tout correspondait à leurs attentes, y compris les jauges qui restaient encore vierges. Pour le commandant de bord, l'avion était conforme pour voler sur le plan procédural. Il croyait avoir vérifié avec le service central de maintenance et pensait qu'ils avaient confirmé, même si ce n'était pas le cas. Mais vous pouvez clairement voir ici comment le biais de confirmation s'insinue à nouveau et à quel point il peut être insidieux. Ce commandant de bord, professionnel chevronné, n'aurait jamais accepté l'avion s'il pensait qu'il n'était pas légal de voler. Mais ces suppositions, et celles de ses collègues, combinées à un manque de connaissance du système métrique, ce léger défaut du canal du débitomètre de carburant numéro 2 s'était ajouté au reste, formant un problème monstrueux. À midi, le vol Air Canada 143 a effectué le pushback depuis la porte 47 à l'aéroport de Montréal-Dorval. Et le tout nouveau Boeing 767, étincelant de rouge et de blanc, roule bientôt sous le ciel lumineux de l'été. Pour tous les spectateurs, cela semblait juste être un départ de routine du nouvel avion d'Air Canada. L'appareil s'est rapidement aligné et a commencé son roulage pour le décollage, avec tous les systèmes affichant des valeurs parfaitement normales. La valeur de carburant dans le FMC a dû être saisie manuellement et diminuait donc à partir d'une valeur de départ erronée. Le vol vers Ottawa s'est ensuite déroulé sans le moindre problème. Un trajet intérieur d'à peine une demi-heure, destiné à embarquer quelques passagers supplémentaires avant de commencer le vol plus long vers l'ouest, en direction d'Edmonton. Une fois garé à la porte d'embarquement à Ottawa, l'avion a ensuite effectué sa rotation habituelle. Certains passagers sont descendus, d'autres sont montés à bord et l'équipage s'est préparé pour le prochain tronçon à travers les prairies. Maintenant, comme les jauges étaient toujours éteintes, une autre vérification manuelle avec la jauge à plongeur était nécessaire avant le départ et sur le tarmac, la procédure s'est déroulée exactement comme précédemment. Les ingénieurs ont sorti les jauges de mesure, ont lu la profondeur du carburant, puis ont utilisé les mêmes tableaux pour convertir ces mesures en litres. Et cela a ensuite été suivi par l'étape cruciale de la conversion de ces litres en kilogrammes. C'était probablement la dernière occasion de détecter cette erreur précédente. Au lieu de cela, la même erreur a été répétée avec le même mauvais facteur de conversion. Cela a finalement confirmé à tous les intervenants que l'avion avait déjà largement assez de carburant pour rejoindre Edmonton, donc aucun ravitaillement n'était nécessaire. Or, en cours de route, l'un d'eux aurait pu faire un simple raisonnement et se rendre compte du problème ici. Un seul litre d'eau pèse 1 kg, et le carburant pour réacteur est en réalité un peu moins dense que l'eau. Donc, un litre de carburant pesant près de 2 kg n'avait aucun sens. Mais personne n'a fait ce rapprochement. À 19h, le vol Air Canada 143 a quitté l'aire de stationnement d'Ottawa pour rejoindre la piste dans la lumière du soir. Le gros biréacteur a alors commencé à accélérer et s'est rapidement envolé sans effort dans le ciel, grimpant vers l'ouest en direction du Manitoba, avec le commandant de bord comme pilote en fonction et le copilote comme pilote surveillant. La montée s'est déroulée sans incident et l'équipage s'est rapidement installé en croisière. Il parlait avec un ingénieur d'Air Canada à bord et échangeait des infos sur les systèmes techniques du nouveau 767.
Derrière eux, les passagers, détendus et heureux, ignoraient que la réserve de carburant de l'avion était désormais inférieure à la moitié prévue et continuait de baisser. Mais pour l'instant, l'appareil avançait toujours dans l'air raréfié à 40 et 1000 pieds. Devant et sous eux s'étendaient plus de 1000 miles de plaines canadiennes désertes, de rivières et de lacs, formant certains des plus beaux paysages de la planète. Dans le poste de pilotage, les deux pilotes poursuivaient leur discussion avec l'ingénieur lorsque soudain un voyant d'alerte s'est allumé au-dessus de l'affichage du moteur gauche indiquant basse pression de carburant. La signification horrible de ce voyant était sûrement évidente. Sans jauge de carburant et avec une longue série de calculs manuels de carburant derrière eux, l'explication la plus probable était celle qu'aucun pilote ne voulait entendre. Quelque part, quelque chose avait mal tourné, et ils étaient maintenant à court de carburant. L'équipage avait déjà évoqué les déroutements et options possibles, comme souvent en croisière, au cas d'imprévu. Avec un moteur près de tomber en panne, la décision a été prise immédiatement. Ils devaient d'abord descendre, puis probablement se diriger vers Winnipeg, alors situé à environ 120 000 nautiques. Le copilote a demandé et obtenu une déviation du contrôleur aérien. Ils ont aussi été autorisés à descendre au niveau de vol 350, soit 35 000 pieds. Ils avaient peut-être assez de carburant pour y arriver. Mais seulement quelques minutes plus tard, alors que l'avion commençait à stabiliser son assiette, cet espoir a été anéanti lorsque le moteur gauche est finalement tombé en panne à court de carburant. À ce moment-là, l'avion se trouvait encore à environ 65 miles de Winnipeg. Avant que l'équipage ne puisse discuter d'une procédure de descente en vol plané ou revoir la checklist de panne moteur, le moteur droit s'est aussi arrêté. Tout est alors soudainement devenu étrangement silencieux. La seule chose que l'on pouvait entendre était le vent qui sifflait en passant devant le pare-brise. Et dans la cabine derrière eux, il serait devenu encore plus silencieux avec l'activation soudaine de l'éclairage de secours. Privé de propulsion, le vol 143 était soumis aux lois de la physique, représentant une situation d'urgence quasi inédite. En 1983, il n'existait aucune procédure pour voler et atterrir sans moteur. L'idée d'une double panne moteur sur un avion gros porteur était tellement inimaginable que personne n'avait même élaboré de liste de vérification pour savoir quoi faire. Sans les moteurs en marche, rien n'alimentait non plus les générateurs. Le générateur de puissance auxiliaire à l'arrière était aussi inutile car il dépendait du même carburant que les moteurs. Ainsi, tout ce qui restait initialement au pilote, c'était quelques instruments analogiques de secours, comme un indicateur d'assiette, un altimètre, un indicateur de vitesse, un compas magnétique et une radio qui fonctionnait sur la batterie de bord. Mais la situation aurait été encore pire sans l'existence de la turbine à air de secours, ou Ram Air Turbine. C'est un petit dispositif de secours conçu précisément pour ce genre de situation. C'est en fait une petite hélice qui, lorsque certains critères d'activation sont remplis, se déploie automatiquement dans le flux d'air. Et une fois activée, elle génère suffisamment d'énergie pour maintenir les pompes hydrauliques en fonctionnement. Et sans elle, les pilotes du vol 143 n'auraient même pas pu déplacer les énormes surfaces de contrôle du 767. Mais garder l'avion sans moteur sous contrôle n'était que le premier de leurs problèmes. Maintenant, ils devaient aussi l'atterrir. Un avion de ligne sans moteur descend régulièrement dès qu'il reprend de la vitesse. C'est la vitesse minimale sans voler, ce qui permet de calculer et contrôler la descente. Mais la partie la plus difficile, c'est réussir un atterrissage sans moteur au bon endroit. Évidemment, vous n'aurez qu'une seule chance pour l'approche, et parce que votre rayon d'action se réduit constamment. Les pilotes doivent vite choisir intelligemment le site d'atterrissage, puis se laisser porter. Assez de temps pour s'aligner avec la piste sans risquer de partir vers une destination trop éloignée. En fait, lorsque nous nous entraînons à cela dans le simulateur, la plupart des gens se retrouvent un peu trop haut, simplement parce qu'ils ne veulent pas arriver trop court. Mais cela entraîne alors toute une série d'autres problèmes, comme nous allons bientôt le voir. Dans un scénario de double panne moteur aujourd'hui, nous devons également effectuer des items mémoire, c'est-à-dire des actions critiques qui doivent être réalisées de mémoire, pour essayer de redémarrer au moins un moteur. Mais bien sûr, dans ce cas, cela n'aurait pas été possible car il n'y avait plus de carburant. À l'époque, peu d'équipages avaient survécu à l'extinction des deux moteurs et réussi à atterrir.
En 1977, le vol Southern Airways 242 a perdu ses deux moteurs dans une tempête de grêle au-dessus de la Géorgie et a dû atterrir sur une autoroute. Après que les pilotes ont passé trop de temps à se diriger vers un aéroport qui était hors de portée, cela a entraîné un accident tragique, tuant 72 personnes. Le vol Pan International 112 a aussi perdu ses moteurs juste après le décollage, se retrouvant dans une situation similaire. Les pilotes ont tenté d'atterrir sur l'autobahn, mais l'avion a ensuite glissé contre un pont et s'est disloqué, tuant 22 des passagers à bord. Ces exemples montrent simplement que, dans des situations comme celle-ci, la prise de décision rapide et précise est essentielle. Mais même avec cela, les choses peuvent tout de même ne pas se passer comme prévu. Ici, l'équipage a eu du temps grâce à leur altitude élevée. Ils ont vite conclu qu'ils n'avaient que 2 sites d'atterrissage possibles. En regardant leur finesse de vol, qui, dans la plupart des avions de ligne, permettrait de parcourir environ 3 miles pour 1000 pieds de perte d'altitude, cela placerait, en théorie, Winnipeg à 65 miles dans leur rayon d'action. C'était un aéroport international bien équipé, avec de longues pistes et des pompiers prêts à intervenir. La seconde option était une ancienne base de la Royal Canadian Air Force à Gimli, à environ 45 miles près de la rive ouest du lac Winnipeg. Le copilote s'y était en fait entraîné des années auparavant et se souvenait encore de la configuration des lieux. 2 pistes jumelles d'environ 7200 pieds, soit 2100 mètres de long chacune, mais personne ne savait si ces pistes à Gimli étaient encore entretenues ou même ouvertes. Lorsqu'on leur a demandé, les contrôleurs aériens n'ont même pas pu trouver de traces de service sur ce site, donc Winnipeg semblait être une option plus sûre. Mais c'était aussi plus éloigné. La distance a finalement été le facteur décisif entre ces 2 aéroports de dégagement. Sans indicateur de vitesse verticale, le copilote a dû commencer à calculer manuellement leur taux de descente. Il gardait un bloc-notes sur son genou, notant leur altitude à chaque nouvelle distance donnée par le contrôleur aérien jusqu'à Winnipeg. Et en utilisant des calculs arithmétiques simples, il a déterminé combien de pieds il perdait par 1000 nautiques, et à partir de là, jusqu'où il pouvait encore parcourir. Ces chiffres ont vite révélé une vérité brutale. Avec le taux de descente qu'ils maintenaient, ils allaient manquer Winnipeg de plus de 20 000. Gimli, en revanche, était à portée, ce qui rendait enfin ce choix évident. Ils ont donc informé le contrôleur aérien et entamé un virage à droite en douceur vers le lac, tout en cherchant la piste des yeux. Au loin, à l'horizon, ils pouvaient maintenant voir les pistes de Winnipeg scintiller sous le soleil du soir, les narguant avec une sécurité relative qui leur échappait désormais. Mais, connaissant la façon de penser des pilotes, cela ne les a probablement pas dérangés, ils étaient sûrement concentrés à 100% sur la tâche à accomplir pour poser l'avion en toute sécurité. Derrière eux, dans la cabine, le silence soudain n'était pas passé inaperçu. Le flux d'air continuait de siffler à l'extérieur, les lumières de secours brillaient et les passagers échangeaient des regards inquiets entre eux. Quelques-uns écrivirent en hâte des mots à leurs proches, d'autres priaient. Les agents de bord circulaient rapidement, ajustant les ceintures et donnant les consignes pour l'atterrissage d'urgence. Lorsque la base aérienne de Gimli apparut enfin en vue, la première chose que le pilote remarqua fut à quel point elle paraissait petite. Les 2 pistes jumelles de Gimli étaient bien plus courtes que celles de Winnipeg et ils n'avaient aucune idée de l'état réel dans lequel elles se trouvaient. Lorsqu'il devint évident qu'ils allaient l'atteindre, les pilotes commencèrent à configurer l'avion pour l'atterrissage du mieux qu'ils pouvaient. Privés de puissance moteur, les pompes hydrauliques peinaient et la turbine à air de secours ne pouvait alimenter tous les systèmes seuls. Par exemple, elle ne pouvait plus alimenter les volets ni les becs, obligeant le commandant à préparer un atterrissage sans eux. Cela impliquait une vitesse et une assiette du nez bien supérieures à la normale. Le copilote, suivant les listes de vérification, a omis l'étape des volets et a tenté de sortir le train d'atterrissage. Mais il a rapidement découvert un nouveau problème. Le système hydraulique principal, qui commandait les vérins du train d'atterrissage, était aussi en panne. Je ne suis pas surpris car la plupart des avions de ligne utilisent un système d'extension d'urgence par gravité, alimenté par le flux d'air pour déployer le train d'atterrissage dans ces cas. Le copilote s'est donc rapidement déplacé pour tirer les poignées d'extension de secours du train d'atterrissage, libérant ainsi le verrou qui maintenait le train en place. Le train principal est tombé et s'est verrouillé avec un bruit métallique sourd, tandis que le train avant est descendu sans assez de force pour se verrouiller. Mais il n'y avait plus d'autres options, il fallait simplement faire avec.
Devant eux, la base de Gimli grossissait à vue d'œil, le soleil de fin de soirée se reflétant sur le bitume. Et alors que l'avion commençait à s'aligner avec la piste, le commandant de bord s'aperçut qu'ils étaient bien trop hauts. S'ils poursuivaient leur descente actuelle, ils dépasseraient le terrain. Mais s'ils piquaient trop brutalement, ils prendraient tellement de vitesse qu'ils ne pourraient jamais s'arrêter sur la courte piste disponible. Cela signifiait donc qu'ils devaient maintenant perdre de l'altitude rapidement, mais le faire sans prendre de vitesse, sans avoir accès aux dispositifs de traînée habituels comme les volets et les spoilers. Mais heureusement, ils avaient un atout important de leur côté. Le commandant de bord, fort de son expérience en planeur, connaissait une manœuvre parfaitement adaptée à leurs besoins. Une glissade avant. C'est une manœuvre où l'on utilise la gouverne de direction en même temps que l'aileron opposé pour maintenir la route, et ensemble, cela va faire en sorte que le fuselage de l'avion frappe le flux d'air et génère soudainement une forte traînée. Cette technique est courante sur les planeurs et petits avions monomoteurs, mais jamais sur les avions de ligne. Car le sillage provoqué par le fuselage irait directement dans le moteur sous le vent, ce qui pourrait provoquer des pompages du compresseur. De plus, cela entraînera aussi un mouvement de roulis supplémentaire dû à l'aérodynamique des ailes en flèche, mais de façon moindre. Ici, les moteurs étaient déjà arrêtés, donc les problèmes seraient moindres et la traînée ferait descendre le jet rapidement sans accélérer. Après avoir informé le copilote de son intention, le commandant de bord a donc donné un coup sec sur la gouverne de direction vers la droite et, en même temps, a incliné les ailerons vers la gauche pour maintenir la trajectoire de l'avion vers la piste. Le 767 s'est violemment écrasé, son nez dévié de plus de 45 degrés de l'axe central. Cela signifiait aussi que les passagers de gauche ne voyaient plus que le sol, tandis que ceux de droite ne voyaient que le ciel par les hublots. Cette manœuvre aurait aussi projeté les passagers à gauche dans leur siège, car elle n'est pas aérodynamiquement coordonnée, la rendant très désagréable à ressentir. Mais dans le cockpit, l'altimètre a alors commencé à diminuer rapidement tandis que la vitesse restait sous contrôle. Et alors que la piste se rapprochait rapidement d'eux, le commandant de bord a rapidement remis l'avion à l'horizontale, ramenant le nez vers l'axe central. C'est seulement alors qu'il a réalisé qu'autre chose clochait. Les marquages au sol devant eux ne correspondaient pas à ceux attendus sur une piste. En fait, ce n'était pas du tout une piste. Vous voyez, l'ancienne base aérienne désaffectée était depuis devenue un circuit automobile et la bande sur laquelle ils étaient alignés était une piste de dragster. À l'autre bout, des spectateurs, des campeurs et deux jeunes garçons à vélo occupaient toute la piste. Désormais, le commandant de bord ne pouvait plus agir, il était engagé. Du point de vue des personnes au sol, cela aurait semblé absolument surréaliste. Au début, l'avion aurait ressemblé à un simple point dans le ciel lumineux de juillet, peut-être un éclat métallique descendant vers eux. Mais ensuite, le contour de l'énorme avion aurait lentement commencé à se dessiner, avec ses ailes stables, se dirigeant droit vers eux, mais avec ses moteurs étrangement silencieux. Alors que l'avion approchait de la piste, les personnes à l'extrémité opposée de la piste de dragster commencèrent à le montrer du doigt. Le bruit des conversations s'estompa rapidement à mesure que le géant des airs descendait, accompagné seulement du souffle de l'air autour de lui. Les roues principales touchèrent vite le sol dans la zone d'atterrissage, et le commandant maintint le nez relevé aussi longtemps que possible alors que l'appareil reposait sur le train d'atterrissage. Mais finalement, il s'écrasa sur le tarmac et commença à racler le béton, des étincelles jaillissant de partout. Les spectateurs à l'autre bout se dispersèrent dans toutes les directions. Les campeurs se jetèrent à couvert et les deux garçons pédalèrent désespérément vers le bord de la piste alors que l'avion glissait dans leur direction. Dans la cabine, les passagers s'agrippaient à leur siège, le crissement du frottement étant sans doute le seul bruit audible. Le commandant appuyait sur les freins, exploitant la moindre pression hydraulique pour ralentir l'avion. Par chance, le train d'atterrissage avant effondré a sans doute offert un freinage supplémentaire. Après 12 secondes d'agonie, le géant Boeing 767 finit par s'immobiliser à seulement une courte distance de la foule choquée. Pendant un long moment, personne ne bougea. L'air sentait le caoutchouc et le métal brûlé, seul le vent faisait claquer les drapeaux. Tandis que des centaines de personnes tentèrent de comprendre la scène. Un nouvel avion, gros porteur, était posé en silence, incliné vers l'avant, sur leur piste de dragster.
Au début, personne dans l'avion ne comprit vraiment leur réussite. Une voix claire retentit sur le système. « Ici le commandant de bord. Évacuez l'appareil. » Les agents de bord ouvrirent vite les portes et déployèrent les toboggans pour évacuer tous les passagers. À l'avant et aux ailes, les toboggans se sont gonflés normalement et les passagers ont glissé au sol de façon ordonnée. Mais à l'arrière, les toboggans n'ont pas atteint le sol à cause de l'assiette nez vers le bas de l'avion. Ainsi, les passagers à l'arrière ont rapidement sauté, certains se tordant la cheville en le faisant, tandis que d'autres s'entraidaient. Dehors, des personnes des campings et stands voisins se sont précipitées, parfois avec des extincteurs. Un petit feu s'était déclaré près du nez, mais il a rapidement été étouffé et en quelques minutes, les 69 occupants de l'avion étaient tous en sécurité au sol. Contre toute attente, le tout nouveau Boeing 767 avec ses 2 moteurs hors service avait atterri en toute sécurité, sans aucune perte humaine et seulement quelques blessures mineures. Un exploit absolument incroyable. Lorsque les équipes de secours sont finalement arrivées de Winnipeg, elles ont trouvé le tout nouvel avion de ligne simplement posé sur la piste de dragster. Son nez aplati par le frottement, son fuselage rouge et blanc intact, et son équipage déjà entouré de spectateurs incrédules. Par la suite, les enquêteurs ont rapidement compris que ce qui était arrivé au vol 143 était bien plus qu'une simple histoire de compétences de pilote et d'erreurs individuelles. C'était l'histoire de systèmes n'ayant pas totalement suivi l'évolution technologique qu'ils devaient soutenir. L'enquête officielle a conclu qu'aucune personne seule n'était responsable de ce qui s'était passé. L'avion avait fait exactement ce que ses circuits logiques lui permettaient. Les techniciens ont suivi le manuel selon leur compréhension et les pilotes ont fait de leur mieux avec les informations disponibles. Air Canada a alors mis à jour ses manuels techniques et immobilisé ses 7 autres Boeing 767, jusqu'à ce que tout le personnel maîtrise les nouveaux systèmes métriques. Les conversions litres, kilogrammes et livres sont standardisées, avec des cartes plastifiées dans chaque cockpit et station de ravitaillement. La pratique informelle de se fier au tableau de densité des ravitailleurs a été remplacée par des données précises, corrigées selon la température et imprimées depuis le logiciel d'exploitation. Cet incident a aussi causé plusieurs changements techniques. L'avionique a été revue pour qu'une panne d'un canal n'arrête plus les 2 côtés du système. Et Boeing a publié des bulletins de service exigeant que ces améliorations soient mises en œuvre sur l'ensemble de la flotte. Pour l'équipage, cependant, les conséquences étaient un peu mitigées. Les 2 pilotes ont d'abord été suspendus pendant l'enquête, mais ils ont ensuite été réintégrés. Et loin d'être déshonorés, ils ont en fait reçu le tout premier diplôme de la Fédération aéronautique internationale pour l'excellence du pilotage en 1985. Leur jugement et leur maîtrise, ayant transformé un gros porteur sans moteur en planeur et atterri sans perte de vie, sont devenus un cas d'école en coordination d'équipage et gestion de crise. Et l'avion, après quelques réparations sur le nez, le train d'atterrissage et le fuselage, il a rapidement redécollé de Gimli, puis a continué à voler pendant encore 25 ans avant de prendre sa retraite en 2008. Au final, l'histoire du planeur de Gimli n'est pas seulement un témoignage de compétences, mais aussi la preuve que même les systèmes les plus avancés reposent toujours sur la clarté, la communication et un peu d'instinct humain. Parfois, quand tout échoue, la gravité, la communication, les compétences et le jugement suffisent à vous ramener sain et sauf chez vous. Ceci était une toute nouvelle version de la vidéo que j'avais réalisée au tout début de l'histoire de ma chaîne. À l'époque, je n'avais pas les graphismes et outils de montage actuels. Et dites-moi s'il y a d'autres histoires plus anciennes que vous aimeriez que j'améliore. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Vous pouvez aussi me le dire directement en soutenant mon équipe et en rejoignant mon équipe sur Patreon. Et vous pouvez le faire en scannant ce code QR ou en allant sur patreon.com/join/mentorpilot. Je me prépare bientôt pour une nouvelle rencontre Zoom. J'aimerais vous y voir avec vos questions. Je m'appelle Peter Hornfeld et vous regardez Mentor Pilot. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.